Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Dans chaque épisode, plongez dans des conversations inspirantes pour décoder de nouveaux outils et des astuces pour transformer votre approche du sport mais aussi de votre quotidien. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Eh bien bonjour Pierre, tu es coach professionnel, préparateur mental et sophrologue depuis 2012. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Écoute, moi j'ai 56 ans. J'ai eu une première carrière dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai créé une entreprise quand j'étais jeune. J'ai été dirigeant d'entreprise pendant 25 ans. Je dirais que en parallèle de ça, moi j'ai toujours été un enfant très remuant, donc l'activité physique elle était une nécessité, je dirais. C'est mes parents qui m'ont dit ça. J'ai fait beaucoup de sport. Moi j'ai eu la chance de naître à Fontainebleau, à côté de la forêt, donc j'ai appris à marcher, courir, faire du vélo en forêt. Et je dirais que c'est ça qui m'a amené à la course à pied, donc après à la course sur route, puis au triathlon depuis plusieurs années maintenant. Et cette rencontre avec le sport depuis tout jeune, finalement, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching, l'accompagnement, puisque le mot du coaching, il vient quand même du sport. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça. En parallèle de ça, dans mon métier de dirigeant, j'ai été coaché voilà, comme dirigeant. Et finalement, il y a un moment, le métier que je faisais dans l'informatique, en l'occurrence, un dirigeant d'une société informatique, ça ne me nourrissait plus, quoi. Ça n'apportait plus trop de sens. Et donc, j'ai réfléchi à une reconversion professionnelle et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je me suis formé d'un côté au coaching en entreprise, coaching professionnel, de l'autre côté à la préparation mentale, parce que mon idée, c'était de pouvoir accompagner et des dirigeants et des sportifs de haut niveau. Voilà. Et donc, j'ai mixé comme ça ces deux apprentissages. Puis, j'ai découvert différentes pratiques comme la méditation, comme la sophrologie. Donc, c'est pour ça que je suis devenu sophrologue, etc. Aujourd'hui, j'exerce ces trois métiers finalement de manière intégrée. Et puis, je suis aussi accompagnateur de la performance à l'INSEP en tant que justement coach de performance. Et comme préparateur mental, je suis référencé à la Fédération française d'athlètes. Ok, et je veux revenir sur ce que tu as dit en présentant ton parcours. Tu dis que tu as été coaché du coup la première fois quand tu étais dirigeant. Oui. Est-ce que ça a été du coup ta première rencontre, si on peut dire, avec le coaching? Est-ce que c'est parce que tu faisais du sport à l'époque que tu es allé sur le coaching mental? Comment ça t'est venu l'idée de te faire coacher? Parce que si ça remonte à quelques vingtaines d'années, peut-être, tu nous diras, tu seras plus précis évidemment. C'est quelque chose qui était peut-être beaucoup moins démocratisé qu'aujourd'hui. Comment ça s'est passé? En fait, effectivement, je pense que étant dans une pratique accompagnée du sport, parce que moi j'étais dans des clubs d'athlètes, et puis voilà, donc on est habitué à avoir un entraîneur, quoi. Voilà. Donc ce lien entraîneur-entraîné, je l'ai vécu. Moi, je me suis mis au triathlon et assez vite, j'ai passé des diplômes pour être entraîneur bénévole de triathlon. Donc j'étais de l'autre côté, je dirais, de la barrière. Euh, et finalement, moi, dans ce que je vivais, dans ma vie de tous les jours, mais depuis, je dirais même jeune, j'ai tout de suite compris que quand il y avait des situations à enjeu, il se passait des choses pour moi. C'est-à-dire, dès que j'étais dans une situation particulière, que ce soit personnelle, sportive, professionnelle,
il y avait des choses qui se jouaient pour moi en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de stress, en termes de concentration. Et donc, j'ai perçu que s'il y avait une nécessité pour moi de... J'ai essayé de faire des choses tout seul, mais je n'y arrivais pas, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, c'est pas possible, il faut que j'ai l'aide de quelqu'un. Et ben, effectivement, en tant que dirigeant dans la vie de mon entreprise, à ce moment-là, bon, il s'est passé différents événements. Et je me suis dit, voilà, ouais, j'ai besoin d'une aide extérieure pour arriver à faire le pas de côté qui va bien, pour prendre du recul, pour arriver à gérer des situations à enjeu. Et j'ai été coaché pour la première fois, bah, c'était il y a 25 ans, quoi. Ouais, donc c'est finalement cette pratique un peu, bah, cet accompagnement que tu as eu dans le sport qui t'a un peu ouvert à ça et une nécessité forcément à un moment. Je vais dire, ouais, ça a été perçu comment tu as coaché d'autres dirigeants depuis, sans qu'il y ait une évolution de ce point de vue-là. Là, on fait un petit focus rapide, un petit aparté sur le dirigeant, parce que ça m'intéresse aussi. Euh, Alors, on va dire que oui, en entreprise, l'accompagnement du dirigeant ou l'accompagnement des managers, il y a probablement moins de résistance ou moins ouais, de résistance ou d'appréhension à avoir, à utiliser les services d'un coach. Parce que finalement, on est sur souvent le fait de gérer des situations ou d'aider à gérer des situations. Et je dirais peut-être pas autant le volet, j'allais dire personnel, pourtant il est présent, mais il n'est pas perçu comme ça. Le volet personnel, en fait, que ça peut induire ce type d'accompagnement. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, on va faire de l'accompagnement sur de la prise de fonction, sur peut-être effectivement des problématiques de management ou de communication, mais souvent, en entreprise, cette perception du côté humain est moins perçue, ou en tout cas, il y a moins de freins pour aller en parler, parce il y a un côté aussi d'efficacité, en fait, qui est recherché dans l'accompagnement, quoi. Ok, Alors ok. que c'est vrai qu'après, là, dans le monde sportif, bon, il y a un peu il y a eu un peu un autre point de vue, il y a un peu d'autres choses qui se jouent, qui ne se jouent pas en entreprise, quoi. Ouais, c'est quand même marrant parce qu'il y a un point commun dans les coachings et les coachs. Il y a souvent un rapport direct entre bah, sportifs et entrepreneurs parce qu'on leur attribue des similitudes, notamment dans l'engagement, dans le côté Ouais, avoir un but, être drivé par une idée précise, avoir un complètement, but très précis, complètement. avoir des difficultés aussi assez précises et se sentir, c'est très générique hein, tout ça, mais se sentir seul. Souvent, c'est ces petites choses qui reviennent, c'est ce que tu as remarqué également. Oui, oui, c'est très juste, cet aspect-là. Il y a des vrais parallèles d'ailleurs entre, moi je fais souvent des parallèles entre sportifs de haut niveau et dirigeants. Voilà. Et en même temps, ils ont aussi des vrais points de divergence. Dans le sens où, si j'en prends juste un, par exemple, qui pour moi est très significatif, c'est que un sportif de haut niveau, par exemple, enfin, ou un sportif, il se prépare pour des échéances. Et ces échéances, elles sont dans un calendrier et il en a quelques-unes sur son année. Un dirigeant d'entreprise, des échéances, il peut en avoir tous les jours. C'est-à-dire des situations à enjeu, il peut avoir à en gérer tous les jours. Et donc, et en plus, ces situations à enjeu, il y en a qu'il connaît, c'est-à-dire il y en a qui sont matérialisées dans son agenda, et il y en a qu'il ne connaît pas, parce qu'il y en a, elles vont arriver comme ça. Et ces éléments, ça par exemple, cette temporalité entre les deux, c'est une vraie différence qu'il y a entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Et donc, ça nécessite une forme de flexibilité, d'adaptation. On y reviendra certainement. Ça fait partie de l'approche de la prépa mentale, cette capacité adaptative à gérer des situations, quoi.
Ouais, ben là, on rentre de plein pied dans le sujet. La question piège, mais c'est piège, c'est pas piège, mais c'est justement, c'est une question qui fait ressortir un peu toute la difficulté de quand on essaie de décrire le mental. Pour toi, c'est quoi le mental? Bon, alors là, ça, c'est une vaste Et question. oui, C'est énorme. Moi, ce que j'aime bien, plus que le mental, c'est parler du cerveau, quoi. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, finalement, c'est quand même le grand chef d'orchestre, hein, qui permet à tout notre corps de fonctionner. Et moi, j'aime bien rappeler deux, trois choses qui m'ont frappé. Il y a une étude qui a été menée par le docteur Jordan Popenk, hein, qui a été publiée en 2020, je crois, qui montre que notre cerveau produit 6200 pensées par jour. Donc en fait, on est traversé par 6200 pensées tous les jours. Donc heureusement qu'on ne s'en souvient pas de toutes, hein, parce qu'autrement, enfin, ce serait envahissant. Il y a une deuxième chose, c'est que si on parle des émotions, eh bien, on est traversé par une émotion toutes les 7 secondes. Là, de la même manière, heureusement qu'on ne se souvient pas de toutes nos émotions. Et le troisième élément un peu chiffré que j'aime bien donner, c'est que notre cerveau, c'est 2% de la masse musculaire d'un homme et c'est 20% de l'énergie consommée. Donc, je trouve que quand on a ces éléments-là, bah, on comprend en fait que finalement notre cerveau, c'est une machine à réfléchir, à raisonner, une machine à nous raconter des histoires, parce que des fois le cerveau, il nous raconte des histoires, hein. Donc voilà, et puis on a bien envie d'y croire ou pas, hein. Donc c'est ça. C'est aussi finalement dans notre cerveau le fait qu'on a une partie de nos circuits qui sont des circuits qui permettent de fonctionner en automatique, et il faut développer justement ces automatismes-là, puisque c'est par exemple des choses qui permettent d'être ultra rapide et de ne pas réfléchir. Et par exemple, en prépa mentale, si on utilise la visualisation motrice, qui est faite pour activer et pour apprendre un geste et automatiser un geste, par exemple, et le rendre de plus en plus performant, la visualisation motrice, elle aide massivement dans ce côté comment, mode mental automatique. Et puis, on a un autre côté de notre mode mental que j'appelle le mode adaptatif, doit s'adapter euh, dans les situations. Mais évidemment, il est plus lent, puisque, en fait, on va dire que d'un point de vue plasticité neuronale, comment plasticité cérébrale, en termes de messages, etc., eh ben, c'est plus lent dans notre cerveau. Et donc, évidemment, il faut savoir à certains moments utiliser le mode adaptatif et à d'autres moments utiliser notre mode comment, automatique. Donc, automatique. Ouais. finalement, moi, ce que je dis toujours hein, sur le mental, bah, c'est le fait d'avoir ce côté déjà machine à penser, donc le fait de penser, c'est tout ce qui est le côté de la mémoire, c'est le fait d'avoir conscience de soi, conscience des éléments extérieurs, des éléments de situation. C'est tous les aspects liés à la motivation, en lien avec les objectifs, en lien aussi, on verra, avec le côté de la confiance en soi qui s'active autour de ça. C'est aussi tout ce qui est basé sur ce qu'on appelle nos croyances, nos valeurs. Voilà. Et finalement, la prépa mentale, pour moi, il y a vraiment deux aspects qui sont distincts, hein, qui sont, je dirais, le fait d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est plutôt un temps long et qui prend du temps. Et puis, il y a un deuxième facteur, un deuxième aspect qu'on développe en parallèle, qui est le fait de développer en fait des habiletés mentales. Parce qu'en fait, on a des habiletés mentales comme on a des habiletés techniques, tactiques, etc. Belle définition, bah, c'est clair en tout cas. Et en fait, je pense que c'est essentiel. Le but du podcast, c'est de mettre en lumière justement cette pratique et de la rendre intelligible pour tout le monde, parce que c'est un peu une boîte à un tiroir où on met beaucoup de choses, souvent sans trop comprendre. Pendant des années, on y a mis le fait d'avoir, bah tiens, j'ai pas confiance en moi ou j'ai un problème dans la tête. Donc non, c'est un athlète qui va avoir un prépa mental, c'est pas quelqu'un qui a un problème dans sa tête spécialement. Mais Non. du coup, bah, avant de pouvoir coacher en tout cas ou entraîner son mental, il faut bien comprendre. C'est pour ça que ta définition Et c'est pour ça que je est dis très toujours claire. que finalement, le mental, c'est ou notre cerveau.
c'est un peu comme enfin, c'est un organe, hein, donc c'est pas un muscle, hein, mais finalement, en fait, on peut l'entraîner comme un muscle, quoi. Et c'est Mhm. pour ça d'ailleurs que dans l'approche, en tout cas que moi je prône, le fait, si on veut développer des habiletés mentales, ben, il y a des moments où il faut pratiquer mentalement. Donc, il faut faire des exercices, il faut, en situation d'entraînement, pratiquer mentalement, en même temps qu'on s'entraîne dans son sport. Il faut pratiquer mentalement sur des objectifs, j'allais dire, mineurs, de manière à être prêt mentalement sur des objectifs majeurs. Donc c'est vraiment un côté, il y a vraiment un côté, la prépa mentale, c'est pas magique du tout. C'est au contraire, il y a vraiment une logique d'entraînement mental comment, à mettre en œuvre, hein. De la même manière qu'un athlète ne viendrait pas voir, n'irait pas démarcher un entraîneur, un coach physique, en lui demandant une séance Exactement. en attendant des résultats de cette unique séance. Donc, Exactement. donc, Exactement. l'idée, c'est de dire, parce qu'on a aussi ce biais, je pense, de dire, je vais me faire une ou deux séances de coaching mental Tout et à c'est OK. fait. Tout à fait. Mais il y a des choses qui s'entraînent. La visualisation, ça s'entraîne. Complètement. Tu as Bah, parlé même une chose, d'ancrage. par exemple, alors pour le coup, très centrale dans la prépa mentale, qui est en termes de technique, qui est la respiration. Déjà, je vais être basique. Moi, je pense que je peux enseigner à peu près 50 formes de respiration différentes. Elles ont toutes un objectif, elles ont toutes une intention particulière. Et aujourd'hui, ça, vraiment, ma pratique de sophrologue me le montre, hein, puisque je fais de la sophrologie aussi de ville, hein, pas que avec des athlètes, hein, donc monsieur et madame tout le monde, hein, qui viennent me voir. Massivement, les gens ont oublié ce que c'était que de respirer. C'est-à-dire que respirer, c'est tellement naturel pour nous qu'on n'y prête même plus attention. Mais une simple chose qui est de dire inspirer par le nez, souffler par la bouche, déjà ça, c'est le début d'un apprentissage et d'une conscientisation de c'est quoi la respiration. Et, et donc, développer l'usage de la respiration, savoir utiliser la bonne type de respiration selon ce dont j'ai besoin, selon la situation, et ben, très concrètement, ça s'entraîne. C'est-à-dire, il faut faire des exercices de respiration et s'entraîner à respirer parce que croire que parce qu'on a fait 2 séances, on sera capable de transposer ça le jour d'une compétition, c'est complètement illusoire. C'est c'est même du. Enfin, s'il y a des gens qui proposent ça, j'allais dire, c'est même du mensonge, quoi. C'est clair, c'est surtout moi le côté un peu, je me place du côté du client où on a plus facilement cette démarche de dire si je veux m'entraîner pour faire, me remettre en forme pour faire un semi dans 3 mois, je vais m'entraîner 3 mois. On va, je pense, avoir un peu plus de mal et c'est pour ça que je veux en parler, d'avoir cette même démarche pour sa tête. Je me remets en place des Mm. habiletés, je me réancre des automatismes. Tu as parlé du mental adaptatif et automatique. En gros, bah, c'est tout ce qui est automatique, autant que ça consomme le moins d'énergie possible. Et là, on va Exactement. en toucher au sport. Le mental d'un athlète, d'un ultra-trailer qui va courir 15, 20, 25 heures, vaut mieux qu'il mette un peu son mental en veille pendant ce temps-là pour avoir de l'énergie ailleurs. Mm. Du coup, bah, j'en profite pour passer un petit peu sur la partie, pour glisser un peu sur le trail. On entend beaucoup de choses sur la préparation. Il y a vraiment, c'est l'explosion de plein de choses. La préparation au sens large. Et est-ce que, d'après toi, la prépa mentale, bah, tu la catégoriserais où? Est-ce que c'est dans les gains marginaux, comme au même titre que la cryothérapie, les compressions, les compléments alimentaires, les pistolets de massage, ces choses-là, ou bah, sur le même pied d'égalité que le coaching physique, quoi, que le coaching de la discipline, tactique, etc. Ah, clairement, moi, c'est la deuxième position. C'est-à-dire que pour moi, euh, euh, donc je répète, hein, le fondement de la préparation mentale, de l'accompagnement à la performance, hein, quand je parle de performance, c'est performance au sens le plus large du terme. La base, c'est apprendre à se connaître. Donc, apprendre à se connaître, on n'apprend pas à se connaître uniquement en tant que sportif, c'est-à-dire que quand on apprend à se connaître, c'est en tant que personne.
pratiquant un sport, mais étant monsieur et madame tout le monde aussi dans sa vie de tous les jours. Donc finalement, la prépa mentale, quand on dit que c'est apprendre à se connaître, mais c'est aussi fondamental pour un athlète que la prépa physique, technique, que les séances d'entraînement, etc. C'est exactement au même niveau. Alors après, moi, j'ai une maxime qui est que je dis souvent, la prépa mentale, c'est le 1% qui change tout. Oui, parce que quand on regarde, par exemple, si on prend un athlète élite, on prend la masse de tout son entraînement, la part en volume d'heures qu'il va consacrer à la prépa mentale, si c'est quelqu'un qui est très engagé, même en l'étant, ça représente un volume d'heures moindre, évidemment, que le volume de course à pied, par exemple, qui va le faire, ou peut-être de volume de prépa physique. Mais néanmoins, c'est au-delà du volume, cette importance de cette pratique-là, elle est maximale. Et c'est celle qui, plus on monte dans le haut niveau, plus c'est le facteur différenciant. Ouais, bah, c'est ce que je pense également, mais bah, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de réticences, et c'est ça que j'aime bien aussi écouter les gens qui pensent un peu le contraire de ce qu'on vient de dire, parce que ça donne un peu les biais qu'on a un peu de manière commune, de dire bah oui, je vais pas performer en trail en restant dans mon canapé et en passant la journée à visualiser. C'est sûr, c'est un peu même s'il y a quand même des études, j'ai vu pas mal d'études passer, notamment avec des basketteurs sur les shoots, Ouais. qui étaient absolument incroyables, entre des basketteurs qui s'entraînaient, qui visualisaient énormément, 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 et d'autres qui s'entraînaient énormément. Mais bon, et là on parle de gens entraînés à la base, donc c'est pour ça qu'il faut Mais dire de c'est qui ça, on parle. c'est-à-dire qu'on prend dans cette étude-là sur la visualisation mentale dans le basket, c'était tous des gens qui, à la base, avaient un très, très gros niveau. En plus, Exactement. voilà, donc en fait, et donc pour avoir un très gros niveau, ça veut dire qu'ils avaient tous un volume d'entraînement technique et tactique qui était déjà très, 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 très similaire. Donc, c'est pas du tout des gens qui étaient non entraînés, au contraire. Donc voilà. C'est là où tu dis justement, ce que tu viens de dire, le 1% qui change tout prend tout son sens, quoi. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, quand même, ce qu'on peut dire, ce que moi je peux constater depuis que je pratique, c'est que quand même en France, la prépa mentale, elle a bougé parce que avant, en France, on était très dans, on fait de la prépa mentale quand je vais pas bien. C'est-à-dire, je performe pas, je suis stressé, j'ai un manque de confiance, je vais voir un prépa mental. Entre parenthèses, moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de travailler avec des pays anglo-saxons. La prépa mentale, elle n'est pas du tout vue comme ça. La prépa mentale, en fait, c'est vraiment archi commun que de dire que dans les pays anglo-saxons, le prépa mental, il est à côté du prépa physique et tactique et du coach dans le staff d'accompagnement d'un athlète ou d'une équipe. Et donc, dès le départ, on travaille avec. Et je veux dire, ou alors c'est l'entraîneur qui le fait. Je veux dire, le meilleur exemple, hein, c'est Phil Jackson qui a entraîné les Bulls. Voilà, donc il était entraîneur de basket. Et quand on regarde tout ce qu'il a fait en termes de prépa mentale avec des Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, voilà, on comprend. Et je parle de ça, c'était au siècle précédent. Donc, euh, ça, c'est maintenant quand même beaucoup plus implanté en France. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que la culture aujourd'hui de la prépa mentale, c'est une approche proactive. C'est-à-dire que, OK, dès le départ, on fait de la prépa mentale parce que c'est accompagner la perf. Et c'est pas que réactif parce que l'athlète va pas bien, etc. Donc ça existe toujours. Mais il y a quand même un changement, je trouve. Et Et l'autre c'est- changement que je trouve qui est important, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ose parler de santé mentale et de surcharge mentale. C'est-à-dire que voilà, ces sujets-là commencent à émerger, les gens commencent à en parler, et ça, c'est fondamental, quoi. Bah, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur ce que ça commençait à arriver en France, allez, ça doit faire 2 3 ans en arrière, j'entendais Jimmy Gressier sur un podcast de running, on lui demandait s'il avait un prépa mental. Et il disait, ah non, 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 moi
tout va bien. Et c'était vraiment le début de la réponse qui m'avait fait rigoler. C'est pas pour lui jeter la pierre, hein, c'est juste un exemple. Dire non, moi, tout va bien, j'ai pas envie d'aller creuser des trucs, machin. Et on sentait que dans ce qu'il disait, c'est comme si on lui avait dit, va voir un psychanalyste. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de ça. C'est parce que je trouve que c'est trop méconnu et on s'imagine de moins en moins, et c'est bien, mais on s'imagine autre chose. Et je pense que il y a d'autres athlètes type les plus connus parce que leur médiatisation fait qu'ils sont très connus, mais Teddy Riner, voilà, qui a parlé ouvertement de ça, il est accompagné depuis qu'il a 14 ans, je crois, par la même psychologue du sport. Voilà, Teddy Riner, on peut pas dire que c'est un aveu de faiblesse quand on voit le colosse. Donc c'est des gens qui amènent des bonnes choses. Et pareil, on a eu Léon Marchand après les JO, là, 2024, qui dit, bah oui, moi, la prépa mentale est partie intégrante de mon environnement. Je suis pas venu à Paris prendre 4 médailles en claquant des doigts. Voilà. Après, ce qui est aussi important, et ça, je pense que c'est aussi, ouais, c'est important de le clarifier et de le dire, c'est que il y a une différence hein, entre une démarche psychothérapeutique avec des psychologues, avec des psychiatres, de la psychanalyse et la prépa mentale. Et ça ne s'oppose pas. Je veux dire, ça se complète. C'est-à-dire qu'un athlète, il peut avoir des problématiques qui nécessitent d'être traité en psychothérapie parce que c'est le champ de la psychothérapie de le faire. Et en même temps, il peut très bien travailler avec un préparateur mental sur différents aspects. Et puis, il y a des athlètes, ils n'ont pas besoin du tout d'approche psychothérapeutique et juste une approche de préparation mentale et de performance est suffisante. Donc, bien sûr que quand on fait de la prépa mentale, on parle de soi, on parle de côté psychologique, on parle de ses émotions, etc. Bien sûr, c'est le sujet, mais pour autant, ce n'est pas du tout une démarche psychothérapeutique. Moi, par exemple, je ne suis pas psy, euh, et je sais très bien où est ma limite, où est ma frontière. Et donc, quand des gens que j'accompagne, ça nécessite plutôt une approche psychothérapeutique, je les oriente vers un psychothérapeute s'il y a besoin. Mais ça, c'est très clair que les deux approches se complètent complètement. Et du coup, Moi, ça j'ai ne entendu, demande pas je de sais pas faire si de la psychothérapie. Alors, ouais, je sais pas si tu es d'accord avec ça ou si tu as une autre image, mais pour essayer de comprendre et de rendre la chose vraiment très claire, on dit souvent, voilà, psychothérapie, psychologie, c'est entre, si on prend le degré mental d'une personne, c'est entre -5 et 0, ou -10 et 0, et la partie prépa mentale et accompagnement à la performance, c'est 0 à 5. Donc, -5, 0, c'est la psychologie, psychothérapie, et 0 à 5, c'est l'accompagnement mental. Bon, c'est très réducteur, mais... Mais moi, je Qu'est-ce- prends une image qui est un peu différente, c'est-à-dire que, en fait, en psychothérapie, on va interroger son passé, et en fait, on a des choses avec son passé sur lesquelles on a besoin de retravailler ce passé et d'aller réparer des choses du passé. Ça, c'est le côté de la psychothérapie. Moi, en tout cas, en prépa mentale, mon athlète, il vient avec son passé. Donc, il va me l'expliquer plus ou moins, mais en fait, moi, je ne vais pas l'aider à réparer son passé. Moi, en fait, je l'aide à préparer le futur. Donc, en fait, moi, mon orientation temporelle, c'est l'instant présent, aujourd'hui, et le futur. C'est pas le passé. Le passé, l'athlète vient avec. OK. Donc, il peut m'en parler ou pas m'en parler. Mais moi, en fait, mon objectif, c'est de le préparer, de l'aider. D'ailleurs, c'est pas de le préparer, c'est de l'aider à se préparer pour le futur. Parce que pareil, il y a un point hyper important dans la prépa mentale, hein, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation, l'autonomie de l'athlète. C'est-à-dire les prépas mentaux, c'est pas des gourous, c'est pas des béquilles. On est là en fait pour aider l'athlète à co-construire, à mieux se comprendre. Mais l'athlète, c'est lui hein, qui va performer dans la discipline, c'est lui qui va performer dans le concours, dans sa course, etc. À ce moment-là, il va bien falloir qu'il se débrouille tout seul, quoi. Je veux dire, son prépa mental, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec lui. Il y a plein de sports où, en trail, par exemple, c'est le cas. Il y a plein de sports où le coureur, il est évidemment tout seul. Il n'est pas coaché. Il n'a pas son coach sur le bord du terrain qui peut lui donner des indications pour le recadrer s'il se rend compte qu'il est en train d'être submergé par ses émotions ou ses pensées.
Donc on voit bien qu'à ce moment-là, le coureur de trail et d'ultra, eh ben, entre deux, on va dire entre deux ravitaillements, ça peut être long hein, en termes d'heures et en termes de kilomètres. Et il a le temps de penser à des tas de choses et de se Ouais, laisser embarquer par des tas de choses. Et ben là, complètement. il faut bien qu'il arrive à gérer en autonomie la situation, hein. Et du coup, bah, je rebondis sur ce que tu dis. C'est quoi les principaux, on va dire, défis mentaux auxquels les trailers font face, enfin, que tu as pu, dont tu as pu te rendre compte, en tout cas, que ce soit en entraînement ou en compétition? Déjà, je vais dire, c'est que quand on est dans une compétition, dans une course, hein, la fatigue fait que, en fait, les pensées, comme je l'ai dit, donc on a énormément de pensées et d'émotions, donc elles nous traversent pendant la course, sauf qu'avec la fatigue, en fait, elles prennent une ampleur plus forte. Et donc, évidemment, on peut avoir tendance plus facilement à les croire. Donc, c'est-à-dire que le mécanisme, par exemple, de pensée où on se met à douter, où en fait, je suis au 80e et j'arrête pas de penser au fait que, bah, tiens, je suis un peu moins bien, j'ai un peu des douleurs et j'avais pas prévu dans ma tête, je m'étais fait un schéma de course et j'avais pas prévu dans ma tête qu'au 80e, je suis fatigué parce qu'il en reste encore 40 en fait à courir. Et là, pouf, je me mets à avoir des pensées parasites qui s'activent et donc un discours interne pas super génial, etc. Donc là, en fait, on voit bien que cette notion de fatigue, elle induit des choses qui vont être liées aux pensées parasites, à la présence plus ou moins forte des émotions, évidemment à des problématiques autour de la concentration puisque évidemment, on va se retrouver à avoir des distracteurs beaucoup plus forts. Et par exemple, en trail, ce problème de concentration, c'est à ce moment-là qu'on ne fait pas gaffe, où on pose le pied et ping, on se fait une entorse. Alors que et ça arrive à des gens très, 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 très aguerris, hein, ce genre de choses. Et il y a eu des cas, plusieurs cas même ont été cités, où en fait, effectivement, des gens se sont blessés sur un moment de distraction, comme ils disent, mais parce que on est exactement dans ce mécanisme-là à ce moment-là. Il y a aussi le fait de gérer l'effort, de gérer la douleur. Ça, c'est un point important hein, quand on est sur du trail et de l'ultra, et notamment la perception qu'on a de la douleur. Là, pour le coup, il y a une différence aussi, moi, que je fais entre les élites et les amateurs, mais c'est sur la notion en fait de la récupération pendant la course et notamment du sommeil. Parce que moi, par exemple, j'ai accompagné des ultra-trailers sur la Diag, la Diagonale des Fous. Bon, bah, évidemment, le vainqueur de la Diag, c'est moins de 24 heures. Moi, par exemple, les coureurs que j'ai accompagnés, ils ont mis 47 heures. Donc, pour courir 47 heures, Faut dormir un petit peu. il faut pouvoir dormir. Donc, pour récupérer. Donc ça, par exemple, cette problématique de sommeil et de récupération, un athlète élite sur ce type d'épreuve-là, il va pas le traiter et le voir de la même manière qu'un amateur qui, lui, sur lequel on va travailler sur d'autres facteurs, par exemple. Oui, complètement. Bah, en fait, déjà, quand on va parler d'ultra distance, je pense qu'il serait limite plus judicieux de parler d'ultra temps. Parce que ne serait-ce que sur un 100 bornes, j'ai une bêtise, je le termine en 15 heures, d'autres le terminent en 25. Ouais, Celui qui va terminer en 25, il va être sur le temps de l'UTMB. Donc, ouais, qu'il en ait fait 170 ou 100, il a passé 25 heures dehors. Donc, d'autres tout à fait. problématiques, effectivement. Si c'est pas pensé en amont, c'est d'autres problématiques. Et là où je voulais, ce que tu disais, c'est l'altération, la fatigue. La Exactement. particularité de la course à pied de l'ultra, c'est que c'est le temps. Ouais, Et plus le temps avance, plus il y a une altération cognitive. Et exactement. plus ce qu'on avait prévu se passe bizarrement. Et là, l'exemple le plus basique, c'est on arrive à un ravito. Je pense que tous les trailers vont reconnaître. On avait prévu de changer les chaussettes, de mettre les chaussettes propres et tout, de mettre du talc ou je ne sais quoi, ou de la crème.
c'est super long, quoi. Parce que dans la tête, on n'est pas là, qu'on est dans un tunnel d'effort et le cerveau n'est pas irrigué, quoi. Enfin, Alors non, clairement. non seulement c'est super long, mais en plus, on peut oublier des étapes. Et on oublie des choses, Donc, évidemment. Et donc, oui. c'est pour ça que, par exemple, moi, quand j'ai accompagné un athlète voilà, qui s'appelle Christian Privat, il a fait la Diag il y a quelques années, donc il a couru en 47 heures. On a travaillé justement sur sa routine quand il arrivait aux bases vie. Cette routine, elle a été co-construite. Donc, je dirais au paperboard, tableau noir, c'est OK. Il me disait, Christian disait, OK, voilà, comment je vois les choses. Donc, clac, 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 comment il allait organiser les choses. On a fait de la visualisation mentale pour travailler cette routine, pour que cette routine, elle soit complètement engrammée en lui, avec un système en plus d'ancrage, de manière à ce qu'il, Automatique. même fatigué, il applique cette routine. Mm. Et donc, comme lui, son objectif, c'était de faire la diag en moins de 50 heures. Néanmoins, il savait qu'il fallait induire du sommeil. Donc, dans sa routine, c'était de savoir à quel moment il allait dormir et combien de temps il allait dormir. Donc, par exemple, on avait vu ensemble qu'il ne dormirait que dans les bases vie, parce qu'il voulait dormir allongé sur un lit et pas à même le sol, sur la pierre, etc., pour dormir correctement. On avait travaillé sur ce qu'on appelle le fait de faire la sieste en 30 minutes parce qu'on reste en sommeil léger, ça permet de récupérer et ça permet de repartir relativement frais sans être ce qu'on rentrait dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Donc ça, on avait travaillé spécifiquement pour apprendre à s'endormir, dormir 30 minutes et comment je me réactive mentalement derrière. Parce que même si je suis dans cette sieste, il faut quand même que je me réactive justement, par exemple, pour ne pas se faire d'entorse quand je redémarre. Oui, parce qu'on Parce que repart à quand je froid quand même. redémarre, C'est très dur. exactement, je redémarre, je suis à froid, Mm. je suis pas bien Et encore oui, bien il y a les dans douleurs ma tête, qui naissent. etc. Ouais. Je fais pas gaffe, ping, je me blesse. Donc justement, la fin de la routine sur la base vie, c'est comment je me réactive mentalement et physiquement pour repartir. Mm. Bon ben voilà, ça c'est vraiment un exemple hyper concret de travail, de routine d'apprentissage et le fait d'engrammer les choses sur, sur un ultra, en l'occurrence la Diag, quoi. Et vous l'avez fait sur des ensemble hein, avec cet athlète sur des courses préparatoires? Tout à fait. Alors, il était en région parisienne, donc en fait, et moi aussi, donc en fait, on l'a fait sur un circuit qui est connu à Fontainebleau, qui est le circuit des 25 bosses. Mm. Donc voilà, on l'a travaillé sur les 25 bosses. Avant de faire la diag, comme il fallait un certain nombre de points, il avait des courses préparatoires. Il les a appliquées sur ces courses. Voilà. Euh, Évidemment, par exemple, il s'entraînait chez lui à faire la sieste et il s'entraînait chez lui à refaire sa routine. C'est-à-dire vraiment, moi je l'ai vu faire même au cabinet, hein, dans le salon, on était OK, on répète la routine. Donc il répétait exactement toute la routine, etc., pour que vraiment cette chose soit complètement automatisée. Et il l'a fait sur des courses prépa. C'est essentiel de ne pas attendre le dernier jour. On le dit tout le temps pour tout, que ce soit pour les chaussures, Tout à pour tout, fait. mais ça Comme on marche. dit, on n'expérimente jamais le jour de la course. Voilà, mais bon, on voit que ça glisse toujours. Oui. On a aussi des choses qui nous donnent envie, comme les salons sur les grosses courses, des super chaussures, et puis on est un petit peu dans cette peur de ça y est, on se lance. On a investi du temps, de l'argent là-dedans, et on va acheter un t-shirt qui a l'air plus léger, mais qui va nous irriter. On va acheter une chaussure ou on va acheter. Combien voient acheter des compotes ou des trucs qui n'ont jamais été testés? Je crois que ça doit être un des pires trucs, l'alimentation qui a jamais été Vraiment, testée. l'alimentation, ça, c'est vraiment la pire des choses à faire avant une course si on est avec des choses qu'on n'a jamais testées ou jamais mangées, quoi. Ça, C'est clair. vraiment, Et du coup, par rapport à... Alors, on va parler, je voudrais un peu avoir des différences entre sportif élite. Quand je dis élite, c'est, on va dire, de haut niveau, athlète de haut niveau et amateur. Un athlète élite, il vient de voir, je vais pas te dire en général, mais oui, c'est quoi les grandes demandes d'un sportif élite pour un accompagnement mental? Alors là, pour le coup, il n'y a pas de différence. Là-dessus, sur la notion de demande, par exemple, il n'y a pas du tout de différence entre élite Ah ouais, ou amateur. C'est-à-dire, d'accord.
des élites, ils peuvent venir me voir avec des problématiques de gestion du stress, gestion de confiance en eux, etc. Ou moins de motivation parce que c'est leur troisième, quatrième, cinquième saison, etc. Et donc, on peut tout à fait retrouver avec chez un amateur. Donc, il y a la partie demande. Sur la demande, souvent, c'est quand même très, très, très commun. Après, quand on parle vraiment des élites, il y a un sujet spécifique hein, qui peut être la répétition, j'allais dire, du rêve. C'est-à-dire qu'un athlète élite qui se prépare, alors moi, comme enfin, j'interviens avec des gens, certes, pour certains qui sont sur des préparations olympiques, donc qui se préparent pendant 4 ans, Mhm. pour être champions olympiques. Ils sont champions olympiques. Ils ont atteint leur rêve. Et après, on fait quoi? Ça, la répétition ça, de ce très, très, très haut niveau, oui, ça, c'est spécifique, on va dire, aux élites. Mais pour le point l'exemple que je cite là, c'est pas le seul, mais c'est vraiment enfin, c'est vraiment très marginal par rapport au nombre si je prends vraiment les demandes qui Oui, oui, viennent bah, ils entre sont pas les nombreux élites et à les jouer amateurs. l'élite. Exactement. Oui, oui. Donc pour ça, en fait, c'est une approche qui est commune. En termes de technique, par exemple, pour développer les habiletés, c'est les mêmes. D'accord. Entre un élite et un amateur, on va apprendre à respirer, on va faire de la visualisation, on va faire de la méditation, on va apprendre à activer ces zones, enfin, la zone optimale de performance, etc. La visualisation mentale, j'ai cité. Enfin, voilà, on va Mm. utiliser les mêmes choses. Par contre, effectivement, entre les élites et les amateurs, il y a quand même des points de différence. C'est-à-dire que euh, pour un élite, les enjeux ne sont pas les mêmes que pour un amateur. Et ça change beaucoup. Et ça change forcément le rapport à la Voilà, course, quoi. exactement. Parce que je dis toujours ça, quand c'est des situations à enjeu, souvent enjeu avec un X, il y en a beaucoup, ce qui est dans le jeu, J-E-U, parce que le sport, c'est du jeu, même si c'est professionnel, même si on gagne de l'argent, ce côté du jeu et du plaisir, ça fait partie justement, notamment pour les élites, de rester connectés à ça, de rester connectés à leur enfant joueur, d'accord? Donc c'est le côté enfantin, dans le sens de la liberté créatrice, imaginatrice qui va jouer. Donc c'est ce qui est dans le jeu, J-E-U, mais aussi c'est ce qui est dans mon jeu, J-E, moi en tant que personne. Et donc moi en tant que personne athlète élite, qu'est-ce qui se joue? Et là, effectivement, c'est très très différent entre un athlète élite et un athlète amateur. Donc ça nécessite un accompagnement très particulier, très, très spécifique. Oui, sur un athlète, qu'est-ce que tu dirais? C'est question directe. Un athlète élite qui arrive en fin de contrat à l'UTMB et qui se sent je réussis ou je perds mon contrat. Oui, bah, typiquement, par exemple, ça, elle est hyper intéressante cette question. C'est en fait comment arriver à performer sans que l'enjeu prenne la place et que cette place, en fait, vienne me figer dans ce que je vais mettre en œuvre. Mhm. C'est-à-dire, je ne peux pas mentir à mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau, il sait très bien que quand je vais prendre ce départ, je Qu'il y a de reprends par l'enjeu, oui, exemple, plus qu'ailleurs. Ouais. il va prendre le départ de son UTMB, il Ouais. sait très bien que c'est pile ou face. Je schématise hein, la situation. Mais mettons que Mm. ce soit ça, ce soit pile ou face. C'est-à-dire où il performe et il continue, où il ne performe pas, et comme tu dis, il perd son contrat de sponsoring avec tout ce que ça induit derrière. Donc son cerveau, il le sait. On peut pas dire, on pourrait pas lui dire, tiens, essaye de programmer ton cerveau pour qu'il ne prenne pas en compte ça, ou qu'il oublie ça, ou que ce truc-là n'existe pas. Impossible. C'est impossible. Ça, c'est illusoire. Donc, le truc, c'est de se dire, OK, ça existe. Donc, le principe d'accepter ça. Et comment je fais pour que ces éléments-là ne viennent pas me parasiter pendant Mm. la course Tout à fait. et que pendant la course, je donne
le meilleur de moi-même. Bah, par exemple, un moyen de le faire, c'est de dire, et c'est de travailler par exemple avec l'athlète sur, OK, il fait du trail, pourquoi? Il cherche quoi en fait quand il fait ça? Est-ce que c'est euh, juste le fait d'un chrono? Est-ce que c'est le fait de battre certains? Est-ce que c'est un lien à la de connexion à la nature? Est-ce qu'il y a une notion de défi diverses et variées? Donc, c'est de chercher ce qu'on appelle les facteurs motivationnels, motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. C'est vraiment tout ça. Et c'est de se reconnecter à ce que j'appelle cette idée du rêve, des buts et des objectifs, parce que c'est une temporalité différente. Et donc, en travaillant l'athlète en l'aidant à travailler, à verbaliser ces choses-là, c'est le fait de mettre des mots pour savoir aussi, par exemple, comment il aimerait vivre sa course, idéalement. S'il devait faire un film idéal, Mm. en fait, on fait ce qu'on appelle une projection mentale. Idéalement, si tu devais me décrire cette course idéale, elle serait comment? Et donc, on fait verbaliser l'athlète autour de ça. Et par exemple, là, à ce moment-là, on peut utiliser la visualisation mentale, mais sur une situation à venir, sur le futur, ça porte un nom, hein, ça s'appelle la PMR, la projection mentale de la réussite. C'est-à-dire on se projette en fait sur le futur et on fait visualiser à l'athlète comment il aimerait vivre la course parfaite avec, quand on pratique la visualisation, hein, le fait de travailler avec ce qu'on a, enfin moi je fais travailler avec les six sens, hein, c'est-à-dire les cinq sens classiques, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et le sixième sens, c'est la proprioception. Donc la proprioception, souvent, moi, les séances de visualisation mentale, elles se font debout et on travaille le système proprioceptif pour comprendre en fait les mouvements. Et par exemple, pour un trailer qui est pas du tout sur un chemin régulier, où il y a beaucoup d'irrégularités dans la foulée, etc., c'est assez intéressant et assez bluffant, hein, le travail de visualisation proprioceptive, par exemple. Ok. Au-delà des cinq sens, parce que les cinq sens, c'est un peu la base. Bon, après, en visualisation mentale, on n'arrive pas tous à activer nos cinq sens. On a toujours un, deux, trois sens préférentiels, souvent deux sens préférentiels. Et donc, c'est important, eux, de bien les ancrer pour que l'image soit puissante. Mais c'est aussi intéressant de travailler sur cette visualisation proprioceptive avec le mouvement. Donc là, par exemple, voilà, hein, ces deux exemples concrets de qu'est-ce que je pourrais faire avec un athlète élite dans sa situation pour que le jour de la course, par exemple, cette visualisation mentale, il l'utilise même pendant qu'il court pour se projeter à certains moments des films ou au contraire, par exemple, pour se recentrer sur pourquoi je suis là. Je suis au 80e, pourquoi j'y suis quoi? Si je commence à avoir des pensées parasites, ok, qu'est-ce que j'active? Qu'est-ce que je mets en place? Parce que je sais pourquoi je suis là à ce moment-là. Tu dis par rapport aux projections, comment tu aimerais vivre ta course? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'élites qui te répondent, j'aimerais que le départ se fasse à 3,20 du kill, donc à 18 km/h, comme ils le Ouais, font tous. ouais, Et ça les empêche pas de chaque année de partir. Alors peut-être que sur le groupe de 30 qui est devant, il y en a 4 qui sont vraiment à ce niveau-là. bien sûr, Et du coup, il y en a 26 qui sont à la ramasse et qui sont en train bien sûr. de tuer, d'utiliser des cartouches, soit qui abandonneront plus tard ou qui finiront à la ramasse. Bien sûr. Et tu le vois chaque année, quoi. Chaque Tout année, à chaque fait. année, chaque année, chaque année, ça part. Et c'est vraiment, je ne vais pas dire la seule, mais une des rares, si ce n'est la seule course d'ultra trail à partir comme ça. Tu vois les départs de la Hard Rock aux États-Unis, ils partent tous au petit trot. Ouais. Même la Western States qui se gagne en 14 heures, ce qui est hallucinant, euh, ils partent au petit trot. Ça Ouais, accélère bien après. sûr, bien sûr. Mais l'enjeu de cette. On prend l'UTMB parce que c'est voilà, c'est le plus lumineux de tous. Mais l'enjeu les dépasse quasiment tous, quoi. C'est impressionnant à voir. Oui, bien sûr. Et après, par exemple, dans la visualisation, hein, il y a aussi quelque chose, et notamment alors, visualisation et dans le travail des émotions, hein, il y a aussi quelque chose, par exemple, si enfin, j'élabore comme ça, hein, sur la base de l'exemple que tu donnes, mais qui est que, en fait, il y a eu des travaux, il y a des travaux hyper intéressants qui ont été menés par Antonio Damasio sur les émotions.
Et en fait, ce qu'il montre, c'est que nous ressentons ce que nous pensons. Mm. C'est-à-dire que quand on pense négatif, on ressent négatif. Quand on pense positif, on ressent positif. Moi, j'ai été marqué comme triathlète amateur euh, quand j'ai fait l'Ironman de Roth en 2009. Je démarre mon marathon sur l'Ironman et au bout de 2 kilomètres, je croise Chrissy Wellington qui, elle, finissait son marathon, allait rentrer, donc il lui restait 2 kilomètres à courir. Je crois que cette année, elle fait donc première féminine, elle devait faire sixième au scratch, hein, top 10 au scratch. Donc, Ouais, ça c'est avance. 5 mecs devant, première femme. D'accord. Chrissy Wellington, elle a toujours couru le marathon en souriant. Mais toujours. Mais moi, je vous propose un petit exercice à tous les coureurs, tous. Essayez de courir quand vous faites votre séance de footing, là, footing, courez en souriant. Courriez vraiment et essayez de courir en souriant. Au départ, en footing, parce que c'est allure, on va dire, qui n'est pas sollicitante d'un point de vue cardiovasculaire et musculairement. Courriez en souriant, vous verrez. Et c'est un truc bluffant. Et Damasio montre très bien que, en fait, cette idée de on ressent ce qu'on pense, et ben si, en fait, quand on est dans la difficulté, on essaye de penser des choses joyeuses, on essaye de penser à des choses qui nous rendent plus sereines, plus agréables, et ben en fait, notre corps met au silence des ressentis négatifs ou des ressentis désagréables. Parce que quoi, c'est un mécanisme qui va, c'est des hormones qui vont se libérer de Exactement. joie qui masquent le reste, Exactement, tout exactement. simplement. Le mécanisme de déclenchement hormonal qui active en fait le fait d'atténuer ces choses. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est exactement ce qu'on fait sur la gestion de la douleur et le fait de gérer la perception de la douleur. C'est-à-dire que euh, ça, je veux dire, c'est ma casquette de sophrologue qui parle, hein. Ça m'arrive régulièrement de travailler sur la douleur. En fait, on n'enlève pas la douleur. Je veux dire, la douleur, elle est là. Par contre, quand on demande de matérialiser sur une échelle de 0 à 10 où se situe la douleur, les gens vont donner un certain niveau. Et quand on les fait travailler avec des protocoles de respiration, de relaxation, de visualisation, leur perception de la douleur, elle diminue. Mm. Donc, euh, évidemment, on n'enlève pas la douleur, mais on enlève la perception. Et ça, c'est déjà un point très important. C'est pas suffisant, hein, bien sûr, mais c'est très important. Et donc, dans des épreuves comme l'ultra, bah, pour moi, ça fait enfin, de l'ultra ou du trail, parce que je veux dire, quand on fait Oui, parce que même pour un 40 kilomètres, amateur, ça hein, suffit à souffrir, hein. comme tu dis à la très juste titre, il faut plutôt raisonner en durée plutôt que en En kilomètres. kilomètres. Ouais. Quand on en est déjà à 5 heures, 6 heures de course ou 7 heures de course, bah, musculairement, c'est très compliqué, quoi. On est très sollicité. Donc, Mm. le fait de pouvoir justement réguler cette perception de la douleur et de la fatigue, c'est intéressant. Tu vois, ce que tu disais par rapport dans la durée, quand ça commence à être difficile et implémenter ce mécanisme de pensée positive pour influencer le système hormonal. Euh, je trouve que certains athlètes en parlent de plus en plus, justement à ce moment-là, sur le côté difficulté, tu vois, quand c'est vraiment ça devient dur. Mais par contre, j'entends des trucs toujours un peu pas qui me choquent, mais Arthur Joyeux-Bouillon, par exemple, est athlète extraordinaire, il est très très fort, et il part toujours à bloc l'UTMB, c'est-à-dire qu'il y a déjà le peloton de tête, et lui, il est devant le peloton de tête. Et après, il pète au 80 ou au centième, et il est tellement fort qu'après, mentalement, il revient et tout, il fait un travail sur lui, etc. Mais à chaque fois, il explique, enfin, c'est à chaque fois, je crois qu'il l'a fait les 2 dernières fois. Je me sentais super bien et je me focalise que sur moi et sur mes sensations.
Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont été sécrétées sur ce départ, encore plus sur cette course, que les sensations, elles sont complètement brouillées, quoi. Les sensations, elles veulent pas plus rien dire. Si tu devais partir de ton jardin pour faire 180 km, ça m'étonnerait que tu partes au sprint à 19 à l'heure. Donc, et c'est là où je me dis, ça a été intégré pour la fin, dans la difficulté, je fais ces exercices-là, mais par contre, au début, je vais te dire, ah ouais, mais je me sentais vachement bien, je suis parti comme je le sentais. Et comment faire justement pour dire oui, à un moment oui, mais là non, pas facile. Enfin, ça, je ne sais pas nécessairement répondre, mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est de s'inspirer des sports où il y a des chambres d'appel. Comme à la D'accord? natation par exemple. Donc la natation, Ouais. l'athlé, le judo, Oui, parce que là, il y ces a une moments, confrontation. ces moments en fait où on est dans la chambre d'appel, il y a confrontation déjà avec les autres là, parce que Mm. la chambre d'appel, il y a des courses, hein, on le sait très bien, il y a des courses qui se perdent en chambre d'appel, hein. Mm. Donc voilà, parce qu'il y a de l'intimidation, Mm. etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est, pour illustrer ce que tu dis, c'est comment dans cette chambre d'appel, je cherche à être le plus posé possible, le plus centré possible, sans me laisser submerger par le plus, donc le truc de la mayonnaise qui monte et qui fait que, OK, ça va être un peu explosion popcorn dès que on va lâcher les chevaux, quoi. Alors que, justement, tu as des athlètes qui décrivent très bien que, en tout cas pour des épreuves d'endurance, hein, je ne parle pas pour du sprint évidemment, mais dans des épreuves où dans le sprint, il faut au contraire de l'explosivité, mais dans l'épreuve d'endurance, ben justement, hein, le fait de partir plus lentement, entre guillemets, d'accepter de laisser partir, parce qu'en en fait, on sait qu'en acceptant de laisser partir, on est dans la bonne zone pour soi et que la course est longue, comme on dit, et on se reverra probablement à un certain moment. Ça, c'est hyper important. Et Et pour un athlète, c'est de savoir justement, et ça, les athlètes élites qui se connaissent assez bien, ils savent le bon curseur, quoi. Parce que évidemment, je dis n'importe quoi, si tu pars vraiment trop lentement, sur certaines courses, ça va partir tellement vite que l'écart, après, c'est terminé, tu pourras plus jamais le combler. Mais néanmoins, tu as d'autres courses où effectivement, quand tu sais bien, quand tu te connais bien, tu peux partir un peu en deçà des autres parce que ça ne met pas du tout en cause le résultat, potentiellement le résultat final. Il y a largement la place et le temps pour revenir, quoi. ça, c'est facile à se dire au calme que justement, comment c'est par des ancrages qu'il va Et falloir justement, travailler avec l'athlète. ce qui est très important, c'est justement d'arriver, il faut le travailler avant. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, donc ça, c'est vraiment un travail de centration, de concentration et d'ancrage, donc de routine, de pré-démarrage. Comment je fais pour rester aligné, au calme et pas m'embarquer dans l'émotion collective qui est là, qui fait que finalement, je vais partir tout de suite en sur-régime, par exemple. Et comment je fais pour rester, pour ne pas me laisser envahir par tout ce qui est autour. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner une judokate de l'INSEP, hein, qui était en équipe de France. Ce qui se joue dans la chambre d'appel entre les randonnées, où en plus, cette chambre d'appel, le temps n'est pas connu. Parce que en fait, elle rentre dans la chambre d'appel quand le combat d'avant a démarré, quoi, à peu près, schématiquement. Et le combat d'avant, là, il peut durer 10 secondes, puis il peut durer 3 minutes, 5 minutes, voilà. Si jamais il n'y a pas de points, etc., que ça va au golden score. Donc, en fait, elle ne connaît pas la durée du temps où elle va rester en confrontation visuelle avec l'autre combattante. Donc, c'est un espace clos, quand même, où il y a deux combattantes, leur coach, et là, ils ne savent pas pendant combien de temps ils sont là, et il faut arriver à être centré, aligné, ne pas se laisser embarquer par ce qui se Relâcher, mais passe. être prêt à y aller quand ça sonne, quoi. Et quand ça sonne, exactement, quand le randori, le combat précédent se termine, hop, il faut pouvoir switcher, poum, et rentrer, sans s'être laissé envahir
par toute l'attente et tout ce que génère l'attente, etc. Donc je trouve que c'est inspirant, hein, même y compris dans du trail, puisque quand on est dans ce moment d'attente avant le Complètement. départ, Complètement. c'est très intéressant d'aller d'aller interroger ce qui se fait dans d'autres sports, par exemple, pour gérer ça. Ouais, ouais, mais complètement, complètement. Ça fait partie des passerelles hyper. Bah, tu parlais du sommeil, donc j'imagine que avec des voileux sur des grandes Ah régates, bah oui, moi bah, j'ai c'est eu un la peu la chance base. d'accompagner quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle de la course au large, hein, donc Mm. voilà, traversée de l'Atlantique, etc. Et oui, oui, le fait de rentrer dans ce système de sommeil qu'on appelle polyphasique, où on fait plusieurs phases et en fait on enchaîne que des petites séquences. Alors les petites séquences, ça peut être 30 minutes. Ils ont des séquences plus longues qui peuvent être d'1h30, hein, puisqu'un cycle du sommeil, c'est 1h30. Donc ils peuvent enchaîner des cycles d'1h30, mais toujours avec de toute façon je dirais le coup près au-dessus que en fait, quand il y a une alarme sur le bateau Ouais, qui se ils peuvent se déclenche parce réveiller. qu'il Ouais. se passe quelque chose, pouf, il faut sortir du sommeil tout de suite parce que c'est qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est sûr qu'avec la course au large autour du sommeil, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont menées, c'est très, très apprenant et on peut en utiliser beaucoup de choses Ouais, pour c'est clair que c'est notamment des pour le travail. précurseurs, d'autant, bah, on va pas en parler, c'est marrant parce qu'on n'en parlera jamais ou très peu sur un UTMB parce qu'on se dit, bon, bah, le vainqueur, il est en 19h30. C'est ça. Sauf qu'il y a 80% des gens qui vont dormir, qui vont passer une nuit, Exactement. 2 nuits dehors Exactement. parce que comme on part déjà sur une nuit, la Tout à deuxième fait. arrive très vite. Tout à Donc fait. là, dans ce cas-là, c'est hyper important. Et on va par contre un peu plus en parler sur les courses comme le Tour des Géants, Tour des Glaciers qui font Tout à fait. 330, Tout à fait. 600, où là, même les premiers sont obligés d'expérimenter ce sommeil-là. Ouais, Mais bon, on pourrait en parler sur des courses beaucoup plus courtes parce que bien sûr. on a des personnes qui en passent du temps. Le temps passe aussi pour nous. Pour accompagner un athlète, on a parlé, voilà, on a dit que ça se faisait pas en one shot, ces affaires-là. Toi, l'accompagnement pas que tu préconises, mais ça dépend toujours de qui. Mais comment ça se passe, une durée d'accompagnement avec toi? Alors bon, là, ce que je donne, c'est moi, hein, c'est-à-dire que c'est pas je parle pour moi. Moi, j'accompagne toujours des athlètes en fait sur globalement une saison. C'est-à-dire que l'engagement qu'on prend mutuellement, c'est une saison, donc c'est une dizaine de mois, quoi. Voilà. Ok. Moi, ce qui Pour est très préparer un important, c'est objectif. qu'avant d'accompagner un athlète, en fait, on a ce qu'on appelle, je propose en fait ce que j'appelle un entretien découverte qui est un entretien totalement gratuit, sans aucun engagement, qui dure à peu près 2 heures, hein. Donc c'est long, hein, on travaille sur des questions, etc. Parce que pour moi, c'est hyper important que l'athlète puisse choisir son préparateur mental. Et inversement, que moi, je me dise, est-ce que j'ai envie de travailler avec cet athlète? Et donc, moi, je pose tout de suite les bases. C'est-à-dire, je dis, voilà, si vous recherchez quelque chose de court, one shot, etc., moi, ce n'est pas ma pratique. Je ne sais pas fonctionner comme ça. D'accord. Parce qu'une fois de plus, moi, mon accompagnement mental, c'est deux aspects. Un temps long, connaissance de soi, un temps plus court de développement d'habileté mentale. Et moi, je ne sépare pas les deux. Donc, mon accompagnement, c'est en règle générale, voilà, c'est une saison, donc c'est une dizaine de mois, quoi. Voilà. Ok. Et si on veut faire appel à justement en savoir un peu plus sur ton approche et faire appel à un accompagnement avec toi, comment on peut te trouver? Bah, c'est simple, hein, moi, j'ai ma société, elle s'appelle Performance et Coaching. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle performanceetcoaching.fr. Dessus, vous verrez, j'ai un blog. Donc, dans mon blog, j'ai à peu près 110 articles, hein. J'écris beaucoup sur la prépa mentale, sur le coaching. Il y a même des séances de sophro qui sont enregistrées, donc téléchargeables gratuitement, tout est gratuit. Donc, bah, en me contactant via le site, via mon site, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc, sur Instagram, bah, c'est Performance et Coaching que vous pourrez retrouver. Sur Facebook, j'ai mon profil LinkedIn aussi. Donc, voilà. Ah, qu'est-ce qui serait la première chose à mettre en place pour progresser mentalement? Et là, on va vraiment cibler, parce que sinon, la question est trop large. On va cibler sur le trail. Qu'est-ce que tu donnerais comme petit tips?
Alors moi, j'aimerais proposer deux choses, si tu permets. Tu m'en demandes une, mais moi, j'aimerais bien proposer Allez, deux. Alors, la première chose, ce serait vraiment de proposer à une personne qu'elle écrive pourquoi elle fait du trail. Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'elle va rechercher en fait dans le fait de courir dans la nature, etc. Donc, vraiment de chercher à verbaliser ces facteurs de motivation. Voilà, ça serait la première chose. Et de le mettre par écrit pour en avoir pas de le garder dans sa tête, de l'écrire pour pouvoir le relire, pour pouvoir le compléter, etc. C'est la première chose. La deuxième chose que moi je proposerais, c'est de dire à une personne, par exemple, de fermer les yeux, de prendre quelques secondes en fermant les yeux voilà, pour se centrer, et qu'elle repense à un moment extraordinaire qu'elle a vécu en course. Mais un truc et je suis sûr que ça lui est déjà arrivé, vraiment. Et que quand elle se souvienne de ce moment-là, elle essaye de se souvenir de ce moment-là avec tous les détails, c'est-à-dire les couleurs, comment elle est habillée, où c'était, peut-être la météo, les ressentis physiques, je ne sais pas, il faisait chaud, il faisait froid, est-ce qu'elle a des odeurs, est-ce qu'elle se souvient des sons parce qu'il y avait du monde autour, ou au contraire c'était la nature, etc. Bien, qu'elle réactive en fait un souvenir mentale. Et qu'elle se rende compte que en repensant à ça, en revisualisant ça, ça lui apporte des choses. Et que finalement, cette image-là, c'est ce qu'on appelle, ça va devenir une image ressource. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle repensera à ça, elle va réutiliser, elle va revivre ces éléments-là qui sont vraiment les ressources de son image. Donc, c'est vraiment deux premières petites choses que je pourrais proposer. bah, c'est super déjà, c'est déjà pas mal. Bah, je vous encourage à tous les auditeurs, auditrices qui écoutent, de déjà commencer par ces petites choses. Ça paraît rien, mais souvent, bah, verbaliser et surtout écrire. Il se Ouais, passe quelque chose dans le process. Pour qui, pourquoi, peu importe, faites-le, vous verrez. Vous verrez une fois que ce sera fait. Et ce que tu disais derrière, bah, créer son image ressource, hyper important. Surtout si on commence aussi à rallonger les distances et à souffrir un peu longtemps sur les sentiers. exactement. Bah, écoute, Pierre, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était parfait, je te remercie. Tu as quelque chose à rajouter avant de conclure? Bah, moi, juste ce que je pourrais dire, c'est que vraiment, il faut que les gens aient confiance dans le fait on a tous des capacités infinies d'adaptation. Et que ça, vraiment, pour le coup, sur les épreuves d'endurance, je pense que c'est vraiment à garder en tête. Parce que moi, j'ai jamais fait d'ultra, hein, j'ai fait que du longue distance en triathlon. Enfin, je fais toujours du longue distance en triathlon, mais donc c'est quand même moins long, mais il se passe toujours quelque chose. Et donc, cette capacité infinie d'adaptation, euh, on l'a tous en nous. Et donc, il faut vraiment avoir confiance que on a cette capacité à un moment d'aller rechercher des choses. Et ça, c'est vraiment important. Parfait. Allez, écoute, moi j'ai rien à rajouter sur ce beau message de fin. Écoute, moi je te remercie Pierre, je te dis peut-être à très bientôt. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. Allez, salut. À bientôt. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.